Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Salut Guillaume. Salut Laurent. Écoute, merci pour ta participation dans ce podcast Banous. Avec toi, on va faire un truc un peu particulier. On va pas parler de channel marketing. On va essayer un peu de prendre du recul sur l'année 2023. Mais sous un prisme un peu particulier, sous le prisme du recrutement et des licenciements dans la tech. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, Guillaume Rostand, je suis CMO du site liligo.fr, qui est un comparateur de vol bien connu, une vieille dame de l'Internet. Et en même temps, je suis à la tête de la French Tech à Barcelone depuis maintenant 4 ans, ce qui me donne un peu une vision de l'écosystème. Et enfin, je suis un peu investisseur et un peu entrepreneur à mes heures perdues. Ok. Et puis on avait fait ensemble un épisode juste avant le Covid, on en parlait. Ouais, absolument. Avant l'enregistrement, sur justement le marketing, le travel, etc. Je vous invite, chers auditeurs, à aller l'écouter. Voilà. Il était visionnaire, on va dire. Écoute, alors moi, dans ma réflexion de cet épisode, le point de départ de notre discussion, je voudrais qu'on retourne le 14 avril 2022. Est-ce que cette date te parle ? Pas du tout. Alors en fait, je suis désolé, normalement je ne pose pas ce genre de questions, mais en fait c'est la date de rachat de Twitter. Et pourquoi je parle de ça ? Tu vas me dire si tu es d'accord avec mon raisonnement. Pour moi, cette date, c'est vraiment un tournant dans la tech. Parce que finalement, après le rachat de Twitter, Elon Musk a viré 80% des effectifs. Et en fait, pour moi, il a montré à l'ensemble du marché du digital que tu pouvais virer 50% de ta boîte elle tournait. Alors bien sûr, on va pas parler de la modération qui est presque un euphémisme sur Twitter, la fuite des annonceurs, etc. Mais finalement, la plateforme, elle marche, elle fonctionne. Ouais. Et pour moi, ça a été le point de départ à l'ensemble des licenciements, Facebook, Google, etc. Qu'est-ce que toi, t'en penses ? Alors, ce qui va être amusant, parce que Elon Musk est quand même partout, c'est qu'à un moment donné du podcast, on va parler d'intelligence artificielle. Pas tout de suite, s'il te plaît. Faisons des petits préliminaires quand même. Ouais. Mais effectivement, alors je ne me souvenais pas de cette date. Néanmoins, en fait, il y a plusieurs points de concordance. On est obligé de revenir sur les années passées et sur l'inflation des valeurs tech, sur un peu n'importe quoi qui a eu lieu pour des raisons assez compréhensibles. Afflux de capital, taux zéro, valeurs tech qui prennent vraiment de l'ampleur et grosse concurrence entre les VC qui sont blindés. Et forcément, je pense que fin 2021, je vais te donner une anecdote personnelle, c'est que j'ai une des boîtes dans lesquelles j'ai investi qui a levé fin 2021, une très belle valorisation, une très belle boîte. Et même le type, quand il nous annonçait ça, il disait, je ne pensais pas arriver à lever autant, aussi vite. Ça s'est fait en 3 semaines, très belle valo, magnifique. Et je pense que c'était l'un des derniers, c'était le champ du signe. Donc on s'est rendu compte tout le long de l'année 2021 que la bulle commençait à exploser ou à dégonfler, parce que je n'ai pas l'impression qu'elle ait réellement explosé, mais elle s'est dégonflée. Et 2022, c'était un peu la mise en pratique des effets de ce dégonflement qui manifeste depuis 2022. Et on va voir ce que ça donne maintenant. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on revient, à mon sens, à une certaine normalité après avoir fait n'importe quoi. Donc, ces licenciements, évidemment, si tu regardes Twitter d'un côté, c'est un peu extrême. C'est un peu extrême, c'est la méthode « je vire tout le monde ». Mais d'un autre côté, si tu l'observes d'un point de vue marché, tu dis on a peut-être un peu trop utilisé l'argent des fonds de pension, des VC, de ce que tu veux, pour embaucher des gens qui n'avaient pas une utilité directe sur le business pour une raison simple, c'est que le business, dans beaucoup de cas, n'avait pas à être rentable. Ouais. Et donc, forcément, si tu ne relis pas une ressource à un indice de rentabilité, tu peux virtuellement embaucher n'importe qui tant que l'argent, en fait, tu n'as pas une vision PNL de la chose. Tu vois. Et parmi mes activités, j'ai une boîte de CFO à temps partagé et on se rend compte que les boîtes reviennent que les licenciements sont juste l'expression du retour à une certaine normale et que c'était un peu
complètement inévitable. Ouais, parce qu'en fait, pour te paraphraser, l'entreprise n'avait pas à être rentable, elle vivait sur ses levées de fonds, sur ses différentes levées de fonds. On utilise toutes les lettres de l'alphabet presque. C'est un peu comme le variant du Covid, Ouais, finalement. c'est ça. mais ok, mais est-ce que finalement, alors ça c'est l'état 2023. Est-ce qu'on est toujours sur cette même dynamique? Comment toi tu vois le secteur? On enregistre début octobre 2023. Alors, il y a une dichotomie, parce que, quand je dis les boîtes recrutaient des gens qui servaient à rien, on va être un peu polémique. Ouais. Recrutaient des gens qui servaient à rien parce qu'il fallait juste nourrir la croissance et on s'en foutait de la rentabilité. Et l'effet que ça a, c'est qu'il y a une dichotomie entre les boîtes qui en fait ont trop levé et les boîtes qui ont raisonnablement levé, ou voir les boîtes qui ont bootstrappé. Et on en parlait avant l'épisode, pourquoi pas une petite PME dans le digital, c'est pas mal aussi. On a trop parlé des licornes. Je pense qu'il y a un truc, et on est tous coupables de ça. On a trop parlé des grosses levées, c'était 100, 200, 300, 500 millions, il y a des semaines où on levait 5 milliards, et donc on a mis le focus là-dessus, sur la croissance, sur les trucs, sur les multiples qui étaient délirants, et aujourd'hui c'est ces boîtes-là qui sont obligées de licencier, pour un truc très simple. Elles ont levé sur des multiples qui étaient complètement dingues, c'était la course à la croissance, le financement s'est asséché, et on leur demande aujourd'hui d'être à la fois en croissance et à la fois de tendre à la rentabilité. Or, si elles ne veulent pas dégrader leur valorisation, il faut qu'elles arrivent à montrer leur modèle économique, à dégager plus de rentabilité, et donc elles virent des gens. Ça, c'est ultra mécanique. Et ça, je vois une division du marché entre ces boîtes-là. Et en fait, c'est les plus vocales, celles dont on entend le plus parler. Ça a fait des Nuco, ça a fait des EasyWorks, ça a fait des histoires, et il va y en avoir d'autres, et même des VC prédisent qu'il va y en avoir d'autres. Mais moi, dans mon petit écosystème barcelonais, il y a quelques boîtes qui ont été comme ça, des boîtes connues qui ont dégraissé, je ne donnerai pas les noms, mais la plupart, parce que en fait, elles se sont peut-être créées un peu plus tard, ou pour des raisons que je ne peux pas forcément identifier, en fait, ont plutôt tendance à embaucher. Et si je te donne un exemple, tu as Typeform, qui est une grosse boîte barcelonaise, qui a viré 30% de ses effectifs, mais même pattern, levée de 200 millions, valo à je ne sais pas combien, l'ARR, le valo, et ça a plutôt permis aux boîtes qui, elles, continuent à être dans une situation plus raisonnable, de recruter des bons profils. Ok. Typeform, 200 millions. Je crois qu'il y a une levée de 200, ouais. C'est génial. Non, mais c'est génial, mais ils sont victimes de leur succès d'Equity Story. Ouais. C'est que j'ai parlé avec un de leurs VP Engineering qui n'est pas resté longtemps, qui est, ils se rendent bien compte que c'est de la paper money, dans le sens, ou plutôt de la paper value. Enfin, quand tu comptes, quand tu valorises une boîte 40 ou 50 fois l'ARR, il y a un moment donné où il faut que la croissance continue à être aussi explosive. Or, tu sais que plus tu mets du monde, plus la croissance par tête de pipe redescend, pour pouvoir aller chercher une valeur encore plus grosse. Est-ce que c'est possible, quoi? Alors, juste, après, on reprendra le sujet de l'émission, mais le boss de Typeform, comment il perçoit ça, à ton avis? Comment il perçoit sa boîte? Parce que finalement, c'est plus un créateur d'entreprise. En fait, lui, il gère des flux, parce qu'il est obligé de la voir comme ça, sa boîte. Enfin, alors, je vais te dire, moi, ce que je pense... il est parti peut-être depuis bien longtemps, finalement. Alors, potentiellement, il est parti. On va prendre une boîte qui suit ce pattern-là. Il y a un vrai problème, ou pas un problème, je ne sais pas comment on peut l'envisager, mais tu as le sujet du secondaire. C'est comment est-ce que ces gens font de l'argent, et on ne peut pas leur en vouloir. Moi, à titre personnel, je l'ai fait. C'est en vendant dans des tours ultra valorisés, et en vendant une partie de leur action et en prenant un paquet d'argent. Donc ça, c'est un peu vicieux, parce que tu as les fonds qui ont de l'argent, qui sont prêts à faire des allocations importantes et qui sont en concurrence les uns contre les autres. Tu as quelques gros fonds comme Tiger, SoftBank, qui sont un peu les dindons de la farce. Et le patron, s'il poursuit, enfin, il y a une divergence d'intérêt entre la boîte à long terme et son intérêt à cash out dans une levée intermédiaire. C'est assez, il y en a eu beaucoup. Et franchement, c'est assez nouveau, et c'est lié à ces événements, que les mecs en fait attendent une levée de fonds intermédiaire pour faire du cash out. Ok.
Très clair, et je pense que ça mériterait un épisode complet. Si tu veux, on te réinvite et on te change ta voix, et comme ça, on peut... Ou tu me fais parler en coréen avec de l'IA maintenant, aujourd'hui, Ouais, tu peux exactement. faire ce que tu veux. Ok, très clair. Pour revenir au sujet, donc... Des recrutements, merci. Donc, fin 2023, moi, de ma petite lucarne, je vois vraiment l'ensemble des entreprises qui attendent, clairement. J'ai l'impression que le coup de flip de début d'année, d'avril, est passé un petit peu. Parce qu'en avril, je parlais avec des amis. Tout le monde avait peur. Ils étaient tous sur leur fauteuil. Est-ce que c'est moi le prochain, quoi. Donc, j'ai l'impression que cette phase, elle est un peu passée. Là, on a tous accepté qu'on allait vivre peut-être une période plus compliquée, mais qu'on portait beaucoup d'espoir sur 2024. Comment toi, tu vois les choses ? Je pense qu'il y a un truc en creux. Et pourquoi pas la tech dans laquelle on travaille depuis des années, la tech n'est-elle pas en train de devenir un marché comme les autres ? Parce que je suis complètement d'accord sur ton constat, c'est-à-dire que tu parles même aux recruteurs, l'été dégueulasse, un petit début d'année, coup de flip en fin de quarter 1, été dégueulasse, mais à la fin de l'été, paradoxalement, ça remonte un peu, puis certains marchent bien, c'est un peu inéquitablement réparti, mais est-ce qu'en fait, on ne devient pas un marché, est-ce que ça ne nous force pas à devenir un marché un peu normal ? Est-ce qu'on n'a pas été un peu anormaux et normal, ce qui fait qu'il y aura des réajustements, mais qu'on va repartir sur une petite croissance un peu organique, mais ce sera plus aussi délirant. C'est presque quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais enfin qui est un peu, comme on dit, du troisième album d'un groupe de rock indé. Est-ce que c'est pas l'album de la maturité ? Ouais. Écoute, ou alors est-ce que c'est la fameuse image quand la marée descend, on voit... voilà. Alors, tu reprends ma trame que j'avais éditée, en fait. Est-ce que la tech est une industrie comme les autres? Non, on a les NFT, ça va changer le monde. Ah bah non, mais là, on va être obligé de parler d'IA. Les NFT et le Web3, bon. Voilà, je me lance dedans, moi, en tout cas. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, vas-y. J'ai vu des vidéos sur YouTube, on m'a dit, fonce. Voilà, achète-toi un immeuble virtuel. Exactement. Non, en fait, effectivement, on en parlait. Je pense que il y a un phénomène de réajustement, mais il y a, en fait, en creux, ce qui est intéressant, c'est la modification des habitudes, enfin même pas des habitudes, mais de la composition du monde du travail. Parce que le freelancing, les collectifs, l'utilisation de l'IA, l'hyperspécialisation d'un côté, et la décentralisation, même à ce titre-là, un podcast est l'exemple de ça, c'est que tout se décentralise vachement et s'expertise, et ça recompose un monde du travail. Et il faut un peu s'habituer à ce que nos boulots soient en résonance avec cet éclatement. Alors, je suis d'accord avec toi dans le constat. La résultante qu'il en résulte, joli. Pas mal. Pas mal. C'est que je suis pas sûr que ça fonctionne. Dans le sens où là, on est en train de voir que tous les GAFA, toutes les grosses boîtes sont en train de siffler la fin de la partie de bon, maintenant, vous allez revenir au travail dans nos locaux parce que finalement, Happy Friday, comme disent les Américains, ça fonctionne pas. J'ai l'impression que on est dans une phase un peu d'entre-deux, en fait. On a vu le monde d'après avec le Covid, etc. Pour ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter, en fait ? Je ne suis pas sûr parce que les mentalités, elles sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'un manager d'une boîte classique a besoin de fliquer ses petits padawans en dessous, machin. S'il ne les voit pas, il est en stress. Comment tu calcules la performance des gens sans tomber dans de la tyrannie, etc. Et ce monde de on est tous l'entreprise de soi-même. Toi, tu n'y crois pas ? Si, mais dans 15 ans. Ouais. Effectivement, on a peut-être juste vu ce à quoi ça va ressembler et on est en chemin et c'est pas abouti, mais j'aimerais bien avoir le point de vue des VP people de ces GAFAM, quel est leur prospect à eux, parce que si tu... qui en fait a le leverage ? L'employé, l'employeur. Alors certes, l'employeur un peu plus
si le marché se tend et que c'est plus difficile. Donc forcément, les divas qui réclamaient des sommes folles pour aller bosser à Bali, c'est terminé. Mais le talent, est-ce que tu ne revalides pas le talent? Est-ce que tu es prêt à changer pour un talent? Est-ce que c'est tout le monde revenu au bureau? J'ai vachement du mal à envisager. J'en sais rien. Moi, je vois un truc, c'est que je vois mes startups. Je dis mes startups, c'est classe. Mon écosystème. Tu as vu ça un peu? Non, mais les startups de mon écosystème, quand elles sont en croissance, encore petites, il y a peu de télétravail. En tout cas, c'est assez strict. Les groupes comme celui pour lequel je travaille, Dreams Odigeo, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre, encore aujourd'hui, de forcer tout le monde à revenir. Et un peu parce que l'ambiance... Moi, quand je retourne dans notre bureau, qui est un gros siège social, il n'y a plus d'ambiance. Et tu arrives, tu t'installes à un endroit, tu entends des gens hurler devant leur ordinateur parce qu'ils hurlent par Internet sur des gens qui devraient être assis à côté d'eux. Et donc, ils devraient se mettre dans des salles de réunion. Du coup, tu as des gens qui vont... Tu vois, il n'y a plus d'harmonie, c'est même pas le terme, mais il n'y a plus de sentiment de vie. Et tu peux forcer ce sentiment de vie et donc faire revenir les gens au bureau, mais de leur propre gré, dans des plus petites boîtes. Soit parce que tu es en croissance, tu es en fabrication, tu vois bien, quand tu dois shipper des features et que tu es trop à bosser, à distance, c'est plus lent. Mais donc, je le vois pour ces petites boîtes, mais pour les grandes boîtes, je pense qu'il y a une scission entre peut-être les marchés, les industries, j'en sais rien, mais moi je vois bien que eDreams Odigeo, qui est une bonne boîte bien cotée à Barcelone, ne se pose même pas la question en ce moment. D'accord. Donc mais c'est une vraie interrogation sur comment est-ce qu'en fait ça divise le marché du travail ou le marché des boîtes un peu en fonction de ce prisme-là. Et moi, personnellement, si on me chassait et qu'on me disait « faut retourner au bureau », ça ne me poserait pas de problème parce que j'ai mon âge. Mais qu'est-ce qui se passe avec des gens qui ont 25-26 ans? Je ne sais pas, c'est vraiment une question. Moi, je pense... Alors, on va pas... Enfin, si, de toute façon, c'est un peu le café du commerce, un podcast. Mais... Bien évidemment. S'il vous plaît. Non, je pense que... En fait, je vais sortir des banalités. Je m'en excuse dès à présent. Mais en fait, on est des animaux sociaux. En fait, on a besoin de parler. On a besoin de bitcher à la cafette. On a besoin de dire mon boss, je l'aime pas, il m'a fait ça et ça. On a besoin finalement de dire en fait, je l'aime bien. Ouais. Toi, en fait, donc ça va revenir. Selon toi, ça va revenir. Pour moi, ça va revenir. Ok, peut-être pas avec les mêmes règles qu'on a vécues avant Covid, mais ça va forcément revenir. Moi, je vois le small talk. Alors, moi, je suis en phase de création d'entreprise, donc c'est différent parce qu'on a notre roadmap, on sait exactement où on va, etc. Ouais. Mais je sais qu'à terme, on va avoir besoin d'itérer, de dire avec des bêtises, exactement, et d'avoir toute cette... le message, il passe beaucoup plus lorsqu'on est en live, en fait, physiquement, plutôt. Et donc... je pense qu'il y aura vraiment... Il y aura deux mondes, en fait. Il y aura les gens qui seront au siège, dans des équipes product ou des choses comme ça, et des gens un peu externalisés où ils auront une tâche à faire, malheureusement, et ça sera... Mais du coup, ça peut être des freelances, parce que il y a tout ce sujet de l'éclatement du travail, du freelancing. Je me dis que les boîtes... il y a un intérêt pour les boîtes à ne pas recruter certains postes assez experts et à faire appel à des vrais experts qui n'interviennent donc à distance que sur certains sujets. Est-ce que c'est pas aussi une tendance assez naturelle quand tu vois que c'est des gens qui veulent bosser à distance, qui sont experts sur un sujet, qui peuvent être multi-clients, mais un peu monotask. Donc une boîte n'en a pas forcément besoin. Si je prends l'exemple du SEO, de trucs que je connais bien, je vois bien cette tendance. En fait, il y a des boîtes qui ont besoin de SEO, qui n'ont pas besoin d'avoir un mec full-time ou une fille full-time et qui vont pouvoir se servir. C'est des gens de plus en plus organisés pour y répondre. Ouais. Ça va être... pour moi, ça rouvre une autre notion. Alors, hormis la gestion pure, où là, je ne connais pas assez pour... je vais plutôt parler d'intérêt et d'entrain à une tâche, en fait, finalement. C'est comment tu fais en sorte que tes salariés, tout au long de leur vie professionnelle, en fait, arrivent au boulot avec de l'entrain et une volonté, en fait, de s'améliorer. Et je pense que pour avoir fait des boîtes françaises et américaines, là où les Américains nous éclatent,
c'est dans cette volonté de former en permanence leurs salariés, de ne pas avoir peur de dépenser de l'argent et pas dans des trucs online où personne ne va. Ouais. Mais vraiment, de ne pas considérer que tu prends quelqu'un un peu de manière statique pour remplir une tâche, mais que tu prends un organisme vivant que tu vas essayer de faire évoluer. Ouais. Et le truc, c'est que ça, on est à des années-lumière, à mon sens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment qualifier la compétence, les besoins, de façon assez factuelle, mais avec bienveillance, parce que en France, dès que tu mets en place des tests, on pourrait dire ça, des tests, tout de suite on le voit avec le prisme scolaire, etc. Et c'est du jugement. Du jugement. Et en fait, non, c'est juste avoir un diagnostic et pouvoir le faire. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a un biais culturel important là-dessus, très important. Et pour le coup, je pense qu'on va faire revenir les gens et recréer du sentiment d'appartenance avec ces actions-là. Ouais. Alors, c'est un peu... c'est un peu ambivalent avec ce que je dis, parce que finalement, je pense que, avec ce que tu dis, dans le sens où toi, tu dis, les gens vont rester chez eux, etc. Comment tu crées du lien, c'est compliqué. Moi, je pense que, je sais pas, je divague. Comment tu crées du lien dans l'entreprise, voilà. Comment de l'attrait. C'est vrai qu'on digresse pas mal, ouais. Mais écoute, ça fera peut-être l'objet d'un podcast un peu hors série sur où va-t-on. Où va-t-on, ouais. Où va-t-on en fait, comment tu crées du lien il y a forcément... Alors, moi, je parle un peu d'autre chose, c'est que l'attrait du slashing ou du side hustle est quand même hyper fort chez les nouvelles générations, vraiment le vieux con. Ouais. Mais c'est devenu un truc qui imprègne vachement les mentalités. Tout le monde va avoir un side hustle, un truc. De fait, nous, c'est un side hustle pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est un side revenu, c'est un side hustle. Et je trouve qu'il faut composer avec ça. C'est-à-dire que tu peux vouloir créer un peu du lien, un peu pas, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais avec une appartenance un peu physique où tu emmènes les gens, tu as un lien, tu as une connexion et puis tu essaies de les faire progresser. Mais tu peux pas non plus faire l'économie de voir comment le monde extérieur évolue. Et ça peut faire, à mon avis, et c'est très en contradiction avec des startups qui sont en pleine croissance et qui ont besoin de 200% des gens. Donc, la problématique, elle est un peu là. Comment tu crées un sentiment d'appartenance ? Tu dois savoir, qualifier à la fois les personnes avec qui tu travailles et leurs besoins. Et leurs besoins, c'est pas forcément de se sentir à 200% dans un projet qui est ton projet, ils vont te suivre. Ils veulent pouvoir un peu slasher dans le sens tout slash, parce que slasher, tu peux le faire quand tu veux. Et je pense qu'il y a vraiment des scissions qui se créent dans la perspective qu'on a du travail. Et là, parce que si tu vas dans une petite start-up SaaS qui cartonne, on va te demander 200% et on va te dire, on va te rétribuer en disant que tu as des BSPCE, tu as des stock options, et puis un jour tu partiras peut-être avec quelques centaines ou centaines de millions d'euros. Et d'autres boîtes ont peut-être plus intérêt à dire, écoute, moi je veux avoir le meilleur de toi, et en même temps je ne peux pas faire l'économie de me rendre compte que dehors il y a des opportunités, et comment est-ce que je crée un lien entre, je te laisse faire des side projects, à partir du moment où on qualifie qu'ils peuvent apporter aussi à la boîte. Donc, il y a des tu vois, et là où ça se polarise, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de partir dans plein d'extrêmes en même temps. Et pour revenir sur notre question du marché du travail en 2023, plusieurs questions. Est-ce que ces startups qui ont beaucoup embauché du dégraissé, est-ce qu'elles vont embaucher les gens ? Que vont devenir les gens qui arrivent assez massivement sur le monde du travail ? Tu vois, ne serait-ce qu'aujourd'hui, cette boîte qui fait de la crypto et qui s'appelle la boîte de Ledger vient d'annoncer 12% de réduction d'effectifs alors qu'ils ont levé 100 millions. Donc, il y a des gens qui vont arriver sur le marché du travail et qui peuvent être des gens un peu seniors. Que vont devenir ces jeunes qui veulent être infopreneurs, ce que ça va devenir? Je trouve qu'on est vraiment au milieu du guet. C'est intéressant parce qu'en fait, je pense qu'on peut avoir raison sur tout ce qu'on dit. En revanche, ça va changer radicalement, et notamment parce que l'intelligence artificielle va arriver. Ouais. Alors, je pense évidemment, l'intelligence artificielle va arriver, va transformer, mais alors, pareil, c'est 3615 qui a fait du commerce, mais 3615. Ça, c'est bien, on est dans la bonne génération. Bonne génération. Les petits jeunes, vous n'avez pas connu ça. À l'époque, pour faire des rencontres, fallait avoir accès à la ligne téléphonique. Exactement. Mais
Moi, je pense qu'on a un petit peu de temps. Alors, je ne sais pas si je me mets le doigt dans l'œil ou si je me cache derrière mon petit doigt ou si c'est l'arbre qui cache la forêt. Bref, tu m'auras compris. Ouais. Je pense qu'on a un petit peu de temps parce qu'en fait, le changement est tellement violent qu'on va être obligé de le contrôler. Parce que finalement, si tu te dis, bon, ok, fine. Alors, il y a déjà des boîtes qui ont commencé à licencier pour s'orienter avec l'intelligence artificielle, c'est un fait, ok. Mais toi, je vois mal des grosses boîtes franchouillardes commencer à le faire. Ça va arriver d'en bas, par les petites boîtes, je pense, qui vont transformer. Donc, je pense qu'on a une dizaine d'années devant nous sur... Alors, ça a déjà commencé, mais ce que je veux dire, c'est que cette transformation va se faire sur un temps peut-être un petit peu plus long. Ouais. Oui, parce que c'est comme... en fait, ce qui est marrant, c'est que tu as toujours le même effet pour... Si tu prends l'imprimante 3D, la NFT, le Web3, tout ça, ça devient tout de suite un sujet important. On dit tout de suite que ça va changer. Et puis, en fait, finalement, ça met du temps à se mettre en place. Ou alors ça chute complètement. L'IA a probablement un changement plus profond. Mais évidemment, si on se remet dans 10 ans, les jobs vont plus être les mêmes. C'est une évidence. Les jobs vont vraiment plus être les mêmes. Et on essaye. Alors, ce qui est marrant quand tu dis on se cache derrière son petit doigt, c'est que je pense qu'il y a deux façons de réagir à ça aujourd'hui. C'est soit on se cache derrière son petit doigt en disant ça n'a pas changé grand-chose, c'est juste du texte automatique. Et ceux qui disent mon Dieu, c'est foutu, on n'a plus de boulot. Et en fait, la seule chose qui change par rapport à l'apparition de l'automobile, de la radio, même de la machine à vapeur, c'est la rapidité avec laquelle quand même ça va changer. Si ça change des trucs en 10 ans, c'est énorme, tu vois. Si ça change radicalement et structurellement, c'est énorme. On est des animaux sociaux, comme tu disais. On est des animaux tout court. On se réadaptera. Il n'empêche qu'on est quand même face... Enfin, quand tu cumules Covid, guerre en Ukraine, intelligence artificielle, en fait, on vit, je pense, des moments qui, sur ce sujet-là, et même plus globalement, sont historiques. Comme je pense qu'on n'a pas le sentiment de les avoir vécus avant, alors que Laurent, toi et moi, on a déjà un certain âge. Ouais, et puis malheureusement, mais alors après, moi, j'ai peut-être, dans l'ensemble des jobs que j'ai fait avant, mon job n'avait pas plus de 2 ans d'existence, en fait. Ah, d'accord. Toi, donc, en fait... je suis arrivé dans le digital, c'est l'époque de l'emailing avec DirectNet, enfin des vieilles boîtes. Oui. Après, j'ai fait de l'affiliation. L'affiliation venait d'arriver depuis 2-3 ans grand max. Toi, chez PubiCID, on était une toute petite trentaine. Et donc, finalement, moi, j'ai pas d'aversion. Au changement. J'ai pas de problème. C'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça que mon regard il est biaisé. C'est sûrement pour ça que mon regard est biaisé sur ce sujet-là. Ça me fait absolument pas peur. Et puis, il faudra changer, point barre, quoi. Mais, ouais, je pense que je te rejoins sur les inconnus. Là, on a une équation avec vraiment pas mal d'inconnus. Alors qu'avant le Covid, on n'avait pas trop d'inconnus. Toi, c'était relativement calme, enfin, de mon point de vue, parce que je pense que... Oui, c'est assez linéaire. Enfin, c'est marrant qu'on revient sur l'épisode qu'on a fait en janvier 2020. Où les craintes qu'on pouvait avoir sur le travel ont été complètement balayées par le Covid et elles reviennent très différemment maintenant. Mais c'est intéressant. Et sur tu vois, le métier du recrutement et du marché du travail, je pense qu'on naviguera forcément un peu à vue en se disant on continue à essayer d'un peu innover ce que tu fais, à essayer à la fois d'appliquer des recettes, et en même temps, il y a cette espèce de vague de l'IA où on se dit, mais est-ce que je me fais pas peur tout seul ? Parce que fondamentalement, on va toujours avoir besoin de travailler avec des gens, de recruter des bonnes personnes, et je pense que c'est là où on peut gagner du temps, c'est à considérer la manière dont on travaillera profondément. C'est-à-dire que l'expertise va devoir changer, et on va devoir tous être des humains augmentés un petit peu grâce à l'IA. Et fondamentalement, je trouve ça pas mal. Ouais, tout d'accord avec toi, et merci de recentrer la discussion du podcast sur le sujet de base. Non, je suis d'accord avec toi. Ça va être une super béquille, même peut-être plus qu'une béquille. Ça va être un exosquelette du cerveau, finalement, l'IA. Ça nous permettra d'aller plus loin, peut-être plus rapidement, plus fort, etc. Ok, très clair. On a déjà enregistré une trentaine de minutes.
c'est en 2 mots, on a parlé un peu, on n'a pas arrêté de faire de la prospective, donc je vais pas te demander comment tu vois l'avenir. C'est quoi, toi, tes sources en ce moment de lecture sur le digital? Enfin, tu t'écoutes quoi comme podcast? J'écoute des tonnes de podcasts. C'est marrant parce que ça devient un épisode un peu perso, mais dans le sens où quand on s'est parlé la première fois, je pense que Banous a été le premier podcast non radio, non replay de radio en réalité que j'avais sur mon tel. Et maintenant j'en ai des tonnes. J'écoute un peu de tout et parfois j'en drop, j'en réécoute. À l'époque il y a toujours eu du Mathieu Stéphanie, mais qui, à mon avis, je me sens moins adapté à ce type de contenu aujourd'hui que quand c'est apparu. Donc j'écoute tous les podcasts. Il y en a certains comme SAS Club que j'aime beaucoup, qui sont vraiment bien. J'aime bien tous les podcasts qui savent, tu vois, qui sont sur un sujet. Ou comment dire, tu viens chercher un truc, et tu l'obtiens. Parfois, il y a des podcasts plus génériques, mais c'est plutôt des podcasts d'histoire. Donc, je mixe de tout. J'ai de l'histoire, j'ai de la science. Il y a un podcast très ancien qui s'appelle Podcast Science, qui est absolument génial parce qu'il y a genre 400 numéros. Donc là, pour t'aider à t'endormir, c'est pas mal. Donc les podcasts, énormément, parce que je trouve que ce qui est génial dans le fait de redonner un peu le pouvoir, enfin de permettre à chacun d'être média, c'est que quand ce chacun fait bien son travail de transmission d'informations, en fait, c'est mieux qu'un journaliste. C'est vrai, parce qu'une grosse partie de mon boulot consiste à être gentil avec les journalistes pour qu'ils m'interrogent sur des chaînes nationales, mais parce que quand c'est un type de marketing qui parle d'un métier qu'il connaît et qui fait un peu l'exercice journalistique d'interroger quelqu'un, il va être vachement plus pertinent qu'un journaliste qui va s'intéresser à un sujet qui n'est pas sa majeure. Et ça, je trouve que c'est une des révolutions du podcast. Et dans les bouquins, j'en lis beaucoup de bouquins, écoute, j'ai lu quoi ? Il y a le dernier bouquin de Ben Horowitz, Who You Are is What You Do is Who You Are, qui était vachement bien, et que j'ai même lu le bouquin de Growth Marketing de Yann Leonardi. Tu vois, que pourtant, je me dis, ça fait 15 ou 18 ans que je travaille dans le marketing, et qui était très frais pour reprendre des infos. Et ensuite, sur Internet, j'ai récemment découvert le Plongeoir, qui est une newsletter Substack qui a été lancée par comment s'appelle la personne qui avait lancé AgriCool. Qui s'appelle, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom. On mettra le Plongeoir. Le Plongeoir. Vachement bien, parce que je trouve que ça rajoute au podcast. Et ce que je disais sur, en fait, un expert de ce métier-là devient journaliste. Il se transforme en journaliste en ayant son expérience d'entrepreneur. Il étudie des marchés. Il te fait toutes les semaines une très longue newsletter, ultra détaillée, et c'est absolument bluffant. Je trouve que ça, c'est la meilleure newsletter que j'ai découverte il y a 3 semaines, et qui est absolument géniale, parce que, en fait, si l'IA, tout ce qu'on vient de dire, permet une chose, c'est de nous transformer en quelqu'un de protéiforme, et un directeur marketing est capable de devenir journaliste, concepteur d'un contenu extrêmement pertinent, et franchement bravo à lui, parce que c'est canon ce qu'il fait. Eh bien, écoute, on mettra comme de coutume tous les liens sur le site banous.com. Merci beaucoup Guillaume. Je t'en prie Laurent. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardez si vous le faites sur YouTube. Phrase de fin de podcast, merci de liker, de partager, de mettre des commentaires, notamment sur Apple Podcast, ça nous aide à remonter dans les différents algorithmes. Et puis écoutez, on se dit à une prochaine fois. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.